Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle chronique de l'Amérique latine qui vous est proposée par l'IRIS. Alors cette semaine, on va bien sûr revenir sur l'incontournable élection brésilienne du 2 octobre, du premier tour de l'élection présidentielle du 2 octobre, qui en fait n'est pas qu'une élection présidentielle, puisque le Brésil vote dans le cadre d'élections dites générales, c'est-à-dire qu'on va voter pour la présidence ainsi que la vice-présidence, puisque à l'instar des États-Unis, ce ticket est élu au Brésil, mais on va voter aussi pour renouveler le Congrès brésilien, donc c'est aussi une élection législative. On va renouveler les 513 sièges à pourvoir de la Chambre des députés brésiliens et aussi un tiers des sièges de sénateurs. Le Sénat, c'est 81 sièges au Brésil, donc un tiers va être renouvelé. Et on va voter aussi pour des milliers de mandats locaux et également pour les institutions, les autorités des 26 États du Brésil, que ce soit pour les gouverneurs et pour également les chambres de ces États. Donc vous voyez, on parle d'élections générales. Mais ce qui retient l'attention et ce qui va donner évidemment le là, ce sera le résultat de la présidentielle. Donc premier tour le 2 octobre, si c'est nécessaire un deuxième tour le 30 octobre. Et on a 11 candidats en lice dans cette élection. Et en tout cas d'après ce que peuvent nous donner toutes les enquêtes d'opinion, eh bien seuls deux ont la possibilité de gagner, en tout cas d'aller au deuxième tour. C'est évidemment le président sortant Jair Bolsonaro et son challenger cette fois-ci, même si son nom évidemment a du mal à être lié à un challenger, c'est celui de Lula qui se présente pour la 6e fois à l'élection présidentielle brésilienne et qui va être l'adversaire de Jair Bolsonaro. Alors, toutes les enquêtes d'opinion indiquent une victoire de Lula pour cette nouvelle bataille électorale, de manière assez confortable, faut-il dire, en tout cas si on en juge aux enquêtes d'opinion, puisque Lula est donné à peu près à 47-48% des intentions de vote au premier tour, quand Bolsonaro, lui, est à peu près à 31 ou 33. Les 9 autres candidats, dont 4 femmes sur les 11, eh bien, n'ont quasiment aucune chance d'aller très loin. Ils sont entre 0 et 2% des intentions de vote, sauf un qui s'appelle Ciro Gomes. Retenons son nom. Ciro Gomes est une personnalité de la vie politique nationale brésilienne. Il concourt au centre-gauche, on va dire. Il a été ministre d'Itamar Franco il y a fort longtemps, mais également de Lula à l'intégration nationale. Donc c'est quelqu'un du centre-gauche, mais qui a décidé de ne pas rejoindre Lula au premier tour. Et les sondages lui donnent entre 5, 6, 7, parfois 8% des intentions de voix. Et si les gens ne votaient pas pour lui au premier tour, mais finalement se reportaient sur Lula dès le premier, alors peut-être que Lula pourrait l'emporter au premier tour dès le 2 octobre. Mais ce sont des hypothèses, des supputations, ou sinon ce serait un deuxième tour dans lequel Lula l'emporterait avec 52, 53, 54% des intentions de vote selon les enquêtes d'opinion, contre pareil, une trentaine, 35, 37% à Bolsonaro. Ça, c'est pour l'arithmétique électorale à cette étape. Il faut comprendre les enjeux de cette élection brésilienne. Ils sont nombreux pour le Brésil, pour l'Amérique latine et pour le monde. C'est pour ça que cette élection est absolument cruciale pour la terre entière. Alors, les enjeux brésiliens, il y en a de plusieurs natures. D'abord, ils sont économiques et sociaux. C'est le premier enjeu de cette élection. Le Brésil, on l'a déjà souvent analysé ensemble, connaît une situation absolument terrible du point de vue socio-économique, puisque ce pays qui était déjà très très mal en point avant l'arrivée du Covid en termes économiques et sociaux, eh bien, a vu sa situation se détériorer grandement. Aujourd'hui, qu'on parle d'informalité, qu'on parle d'inégalité sociale, qu'on parle de pauvreté, qu'on parle d'insécurité alimentaire, etc., le Brésil eh bien, a reculé en général de 20 à 30 ans. C'est à peu près ça le bilan, même si dans la dernière conjoncture, il faut être tout à fait précis, là, ces dernières semaines, les dernières semaines septembre-octobre, de campagne officielle, eh bien, il y a plutôt un petit frémissement, un rebond de l'économie brésilienne dont essaye de tirer profit Jair Bolsonaro, bien sûr, en tant que sortant. Il y a plutôt une inflation qui a un peu baissé, il y a un chômage qui a un peu baissé, mais qui se traduit par des créations de postes qui sont surtout des postes dans le secteur informel, c'est-à-dire le travail au noir, un travail précaire et sans protection, en particulier de cotisation à quoi que ce soit. Du coup, mais Bolsonaro dit bah oui, mais le chômage baisse, donc c'est bien, l'économie commence à se rétablir. Il est vrai que les chiffres de la violence, vous savez que le Brésil est un pays ultra violent, la violence, les taux d'homicide ont plutôt baissé ces dernières semaines, derniers mois, les chiffres sont plutôt bons. Alors Bolsonaro va dire que c'est grâce à sa politique d'armement de la population brésilienne, mais des études, disons, montrent que c'est plutôt lié au fait qu'il y a eu
un apaisement, si je puis dire, des conflits intra-cartels, intra-groupes de criminalité organisée qui ont fait baisser mécaniquement le nombre d'homicides, puisqu'en général, les premiers homicides relevés sont ceux des membres des cartels, des gangs, etc. au Brésil, et qu'en ce moment, il y a plutôt une accalmie qui expliquerait cette baisse du nombre d'homicides, plus justement les premiers effets de loi qui étaient avant Bolsonaro sur, au contraire, la restriction de la liberté du port d'armes au Brésil. Donc voilà un petit peu la situation, mais c'est de bonne guerre. Bolsonaro essaye de montrer qu'il rétablit l'économie brésilienne, qu'il permet une meilleure sécurité pour les citoyens du pays et que donc il faut le réélire, puisque par ailleurs, en face de lui, Lula est le roi des corrompus. C'est un peu comme ça que Bolsonaro présente son adversaire, ainsi que son parti, le Parti des travailleurs, etc. Donc il y a des enjeux à ce niveau-là, donc socio-économiques. Qui a le meilleur programme et qui propose des choses finalement pour relever le Brésil et surtout améliorer dans l'urgence la détérioration de la condition de vie de millions et dizaines de millions de Brésiliens. Là aussi, Bolsonaro a tenté en dernier recours d'augmenter l'Auxílio Brasil, qui est l'allocation qui est donnée aux populations les plus pauvres au Brésil. C'est à peu près 33 millions de Brésiliens qui en ont, 15% de la population. Et il a doublé en fait au mois d'août ce revenu en ouvrant le robinet de la dépense, en espérant que tout ça allait finalement là aussi lui être profitable, si je puis dire, politiquement. Lula, grosso modo, propose à une politique de redistribution sociale, de dégager des marges et de permettre que le budget de l'État ne soit pas trop limité, de revenir sur la limitation des dépenses de l'État pour permettre finalement des politiques sociales d'urgence pour tenter de cautériser et surtout un grand programme de lutte contre la faim, puisque la faim est revenue au Brésil. La faim avait disparu du Brésil en 2014, il avait été retiré de la liste des Nations Unies en la matière et aujourd'hui la faim est revenue. Ce sont des dizaines de millions, là aussi, de Brésiliens qui ne mangent plus quotidiennement. Et ce sont aussi à peu près 60 millions de Brésiliens qui sont en situation d'insécurité alimentaire après le Covid. Le Covid qui a complètement détérioré la situation économique du Brésil. 700 000 morts, 30 millions de personnes contaminées. Et puis derrière tout ça, une perte de revenus, de travail, etc. pour des millions de Brésiliens qui explique en partie la situation dans laquelle se trouve aujourd'hui le pays. 33% de pauvres aussi au Brésil. Nous parlons d'un pays continent, d'une des 10-11 premières puissances mondiales. Donc la situation est tout de même très préoccupante. Alors, de ce point de vue-là, il y a une bataille sur qui va améliorer la situation socio-économique, c'est un premier enjeu. Deuxième bataille, l'insécurité et la sécurité, j'en ai parlé. Troisième bataille, c'est le retour ou pas du Brésil dans la vie régionale et la vie internationale. C'est le troisième niveau de confrontation entre Lula et Bolsonaro. Lula est quelqu'un qui met beaucoup en avant la question de l'hégémonie consensuelle du Brésil en Amérique latine. Il souhaite relancer l'intégration régionale. Il souhaite que le Brésil reprenne toutes ses responsabilités dans les institutions de la vie régionale latino-américaine. Il souhaite peser pour, avec d'autres pays en particulier, ceux qui viennent d'être élus à gauche, je pense à la Colombie, au Chili, pouvoir solutionner dans une configuration latino-américaine la crise vénézuélienne. Aujourd'hui, il y a des éléments liés à la fois à la guerre en Ukraine où les Américains voudraient sortir de cette crise vénézuélienne pour pouvoir récupérer une partie de son pétrole. L'élection en Colombie de Gustavo Petro permet aussi peut-être une meilleure relation, une normalisation des relations avec Caracas qui serait profitable à une situation politique pour régler la crise dans ce pays. En tout cas, Lula va peser pour cela. Et enfin, Lula, lui, plaide pour que le Brésil redevienne un acteur, tout simplement, de la vie internationale, qu'il joue son rôle dans les grandes problématiques mondiales, que ce soit la faim, que ce soit l'énergie, que ce soit bien sûr le règlement pacifique des conflits comme celui de l'Ukraine et de la guerre russe en Ukraine. Autant de domaines dans lesquels le Brésil a potentiellement beaucoup d'atouts, en matière énergétique, en matière alimentaire, etc. Aussi par sa place qu'à la fois dans le monde dit occidental, le mal nommé monde occidental, mais aussi parce que le Brésil a des alliances fortes et des relations très très fortes commerciales et politiques avec la Chine. On pense aux BRICS, et donc aussi la Russie, Brésil, Russie, Inde, Afrique du Sud. Et donc le Brésil peut, à ce niveau-là, jouer un rôle, pas seul,
bien sûr, mais Lula souhaite en tout cas être un négociateur des grandes problématiques mondiales pour son pays dans les temps qui viennent. De ce côté-là, lui, Bolsonaro, a plutôt finalement un programme qui se résumerait à rien qui n'entrave, disons, les intérêts du Brésil. Tout ce qui doit être fait au niveau international ne doit avoir que comme finalité de servir les intérêts du Brésil, et ça concerne bien sûr en particulier par exemple la question environnementale et la question de l'Amazonie, sur lesquelles il a fait amende honorable et où il dit aujourd'hui qu'il veut s'inscrire pleinement dans les objectifs de l'accord de Paris par exemple et de déforestation, etc. etc. Mais il manque les actes à ses paroles dans le mandat de Bolsonaro, la fin de son mandat, et en tout cas il dit au monde qu'il continuera de considérer que l'Amazonie, elle est d'abord brésilienne et qu'elle doit servir bien sûr à être protégée, mais aussi à développer l'agro-industrie brésilienne, alors que Lula, lui, dit aussi que l'Amazonie fait partie de la souveraineté brésilienne, mais il veut revenir dans des protections plus fortes des populations indigènes et plus réglementer la déforestation, etc., pour limiter l'expansion de l'agro-business, même si Lula aussi n'a pas un discours directement anti-agro-business. Donc là, on est sur quelque chose qu'il faudra préciser à l'avenir. Voilà les enjeux de cette élection. De ces résultats, on aura un pays clé de la arène internationale qui précisera, disons, sa trajectoire, et trajectoire qui devra être précisée aussi en termes de retour ou pas à une vie démocratique relativement normale, puisqu'avec Bolsonaro, le cadre démocratique a été quand même assez chahuté ces dernières années, et aujourd'hui, Lula prétend construire le front de tous ceux qui veulent reconstruire ou réinscrire le Brésil dans sa trajectoire démocratique pour participer à un multilatéralisme assumé et diversifié. Et donc c'est cette compétition électorale qui va trouver un premier résultat dès le soir du 2 octobre, et nous ne manquerons pas d'y revenir, en particulier grâce aux travaux de l'Observatoire électoral 2022 de l'Amérique latine, et donc à très bientôt.